Bienvenue tout le monde. Merci de nous joindre à ce webinaire. Je m'appelle Susan Bach et je suis chef de programme à l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Je suis votre animatrice pour aujourd'hui. La présentation d'aujourd'hui est par l'avocate spécialiste en droit de la santé Mary Jane Dykeman qui va parler sur le sujet du cadre juridique et d'idées importantes pour vous dans votre rôle d'aidant naturel. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un rôle défiant. C'est difficile parfois de négocier le système de santé et les considérations juridiques peuvent être compliquées. Cette session avec l'avocate veut expliquer quelques-uns des scénarios communs auxquels vous pourriez face comme aidant naturel et vous donner des stratégies pratiques pour les aborder. Le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré, donc si vous raterez quelque chose ou si vous voulez le revoir à nouveau, ça sera disponible pour vous simplement. Inscrivez-vous à notre canal Vimeo ou suivez-nous dans les médias sociaux pour l'entendre à nouveau. Je vais vous présenter l'oratrice d'aujourd'hui. C'est Mary Jane Dykeman qui est partenaire et cofondatrice dans INQ Data Law et dans DDO Health Law à Toronto. Dans son travail de droit de la santé, elle aide les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les organismes de soins de santé communautaires pour trouver des solutions pratiques à des enjeux cliniques de risque de vie privée, y compris le consentement, la capacité et la prise de décision au nom d'autrui et des enjeux de famille difficiles. Depuis l'an 2004, Mary Jane a enseigné le cours de droit de santé mentale dans le programme de droit de développement professionnel concernant le droit de santé. Elle est présidente du conseil de la Société d'Alzheimer à Toronto et vice-présidente au comité d'éthique pour la recherche de la Société canadienne du sang. Bienvenue Mary Jane, merci de vouloir joindre l'OSANO aujourd'hui. Merci beaucoup Suzanne, quel plaisir d'être avec l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Quel plaisir de savoir que cet organisme est là maintenant parce qu'en fait pendant tellement d'années, les gens étaient en train de faire tout ceci dans leur temps libre et je sais que beaucoup d'entre vous êtes en train de le faire. Je suis une fille adulte aussi et naviguer avec les parents à travers le système, c'est ce qui m'a mené à mon travail avec la Société d'Alzheimer de Toronto et d'autres parties du trajet. Vous êtes en train de jongler probablement la situation de l'aidant naturel, vous avez probablement des familles que vous êtes en train d'élever, tandis que vous soutenez les personnes aînées, vous êtes des parents d'un enfant ou d'un jeune dans le système. C'est très défiant. Donc, en ce moment, on souligne beaucoup les choses. On a des ressources disponibles. L'OSANO est en place pour vous aider. Ils ont préparé cette belle série de webinaires, qu'il s'agisse d'un enjeu clinique ou juridique. Il ne s'agit pas ici de conseils juridiques. C'est écrit, c'est clair. Ce n'est que de l'information et j'utilise ce que j'ai vu dans mes plus de 20 ans de travail dans le droit de la santé. Nous allons aussi voir qui prend des décisions par la personne incapable. Est-ce que la personne est incapable? C'est la première question. Quel est le critère pour la capacité juridique? Et on verra l'enjeu de la capacité de gérer les finances aussi. Et je vais vous dire pourquoi toutes ces choses sont importantes et espérons d'avoir une conversation concernant des idées qui auraient du sens pour vous. Ok, alors tout d'abord nous demandons, est-ce que la personne est capable? Est capable de quoi? Parce que très fréquemment, je reçois un appel d'un hôpital, un foyer de soins de longue durée, un organisme, et ils me disent, bon ben, il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se développer en ce moment, la famille est sur site, et je demande toujours, bon, est-ce que la personne est en fait incapable? Parce que ce n'est pas toujours clair que c'est le cas. Et c'est le cas pour le personnel aussi. En tout cas, une fois qu'on dépasse ce point-là, je veux tout simplement, bien évidemment, renforcer le fait qu'en Ontario,
tout le monde est présumé comme étant capable. Et parfois, le personnel, même la famille ou les dents naturelles prennent des présuppositions que ils vont parler au nom de la personne. Donc parfois, on doit arrêter la conversation et demander, bon, capable et capable de quoi? Et bien évidemment, en Ontario, ce n'est malheureusement pas toujours facile parce qu'il existe de différents critères, de différents types de capacités juridiques et de décisions qui doivent être prises. Parfois, il s'agit d'un traitement sous la loi sur la prise au nom de décisions au nom d'autrui, parfois sous la loi sur le consentement aux soins de santé et d'autres statuts qui vont avec. Peut-être il s'agit de consentement à une admission pour des soins de longue durée. Peut-être quelques-uns d'entre vous êtes des aidants naturels pour un époux ou un enfant adulte ou une personne âgée. C'est la décision qu'on est en train de prendre. Il existe d'autres domaines où quelqu'un pourrait être incapable ou peut-être capable de se faire représenter par un avocat. Et alors, qui décide? C'est l'avocat qui décide. Une fois qu'on rentrera dans la loi sur la prise de décision au nom d'autrui, on va parler de ma capacité d'écrire une délégation de pouvoir, qu'il s'agisse d'une délégation de pouvoir en ce qui concerne les soins personnels ou les biens. Et c'est important parce que le seuil est assez bas dans le droit de l'Ontario, mais juste parce que je suis capable de signer une délégation de pouvoir, cela ne veut pas dire qu'en fait je peux gérer mes soins personnels, prendre des décisions concernant mon traitement, etc., ou gérer les biens même. Ça ne dépend pas de l'âge ou du diagnostic. Et cela surgit fréquemment des deux côtés du spectre. Donc, il se peut que les parents supposent, ou même le personnel, disons, les parents supposent que leur enfant est incapable, selon l'âge, de prendre quelques décisions concernant le traitement ou autre. Il se peut que nous regardons le diagnostic de quelqu'un, une personne, disons, qui a un diagnostic de schizophrénie ou un diagnostic d'Alzheimer ou une autre façon de démence. Le diagnostic en soi n'est pas le critère juridique. Quelqu'un peut-être à des étapes précoces ou à quelque chose de plat dans sa situation au niveau clinique et quand même est capable. Parlons donc d'abord du traitement. Le traitement est défini sous la loi sur le consentement aux soins de santé. C'est de ce que nous parlons le plus dans le secteur des soins de santé. Quelqu'un vient prendre des soins et navigue à travers le système des soins de santé et en Ontario, nous espérions que ça soit plus facile, mais quelques-unes des frustrations que nous entendons de la part des aidants naturels en particulier, c'est que ce n'est pas toujours facile. Mais le traitement sous la loi sur le consentement aux soins de santé, je peux vous dire que c'est une définition très ample. Et comme je l'ai dit, il existe des règles dans la loi sur le consentement aux soins de santé par rapport à l'admission au foyer de soins de longue durée, les services d'assistance personnelle, etc. Donc, le critère juridique par rapport à la capacité est très important. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'âge ni de diagnostic. Donc, la présupposition pourrait être que si j'ai 85 ans, j'ai un diagnostic de démence ou j'ai été diagnostiqué comme étant atteint de n'importe quelle autre condition, cela me rend incapable, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour tous ces différents types d'activités, y compris si, par exemple, vous considérez la situation à nouveau par où, je vais utiliser une personne âgée, encore une fois, disons, qui veulent changer certaines choses par rapport à leur situation juridique, on les examinerait et on déterminerait s'ils sont capables. Maintenant, la plupart du temps, selon le droit, on est présumé capable. Et là, c'est au fournisseur de soins de santé de décider est-ce que nous devrions évaluer sa capacité. Fréquemment, on a beaucoup de critères concernant la capacité juridique et qui est supposé
de faire cette évaluation concernant la capacité. C'est quelque chose qu'il faut tenir en tête quand on parle du critère juridique concernant la capacité pour le traitement, hein, sous la loi sur le consentement aux soins de santé. Ça sera le praticien qui a proposé le traitement, qui soit présume que la personne est capable ou décide que non. On pourrait décider qu'il faut un évaluateur de capacité, qui est une liste très spécifique de gens. Il y a un bureau d'évaluation de la capacité qui est maintenu et on n'en a pas besoin. Il s'agit ici de traitement sous la loi sur le consentement aux soins de santé et donc c'est le praticien qui le propose. Disons que c'est le médecin, mais cela pourrait être le physiothérapeute ou un autre praticien de santé réglementé d'une autre sorte. Ce critère est très important parce qu'il s'agit de la capacité de la personne. Il ne s'agit pas seulement de, bon, est-ce que je comprends l'information qui est en train d'être donnée, parce que peut-être je la comprends, mais vous ne m'avez pas donné l'information correcte. Non, il s'agit de la capacité cognitive. Puis-je comprendre l'information qui est pertinente pour prendre cette décision? Est le deuxième volet du critère, et en fait, il faut passer, disons, les deux volets du critère pour être considéré capable. Si j'échoue dans l'un des deux volets, alors on prend une décision que la personne est incapable. Disons le traitement, alors ça s'applique au traitement, ça s'applique à l'admission à un foyer de soins de longue durée et quelques-uns d'entre vous, comme aidants naturels, un jour pourriez être dans cette situation. Et vous êtes déjà une personne qui prend des décisions au nom d'autrui. Et je ne dis pas que le rôle de décisionnaire au nom d'autrui est plus important que le rôle d'aidant naturel. Il y en a qui sont des aidants naturels qui le font pendant très longtemps. Et un jour, quand la personne devient incapable, ou peut-être c'est votre expérience aujourd'hui, disons qu'une personne a écrit une délégation de pouvoir et a nommé quelqu'un d'autre. Donc, quand on conceptualise les choses, il faut tout simplement considérer probablement trois groupes différents de personnes. Un groupe, c'est la personne individuelle que vous avez soutenue. Sont-ils capables? Quelle est leur volonté, leur désir? S'ils sont incapables pour n'importe quelle situation, qu'il s'agisse de traitement, d'admission à des foyers de soins de longue durée, d'autres sortes de décisions, vous êtes peut-être l'aidant naturel pour la personne qui est pas capable. Et au bout du fil, les fournisseurs de soins de santé vont s'impliquer avec cette personne aussi. Parfois non. Parfois, ils viennent directement chez vous, vous dire, bon, ben, que voudriez-vous qu'il se passe? Si c'est une décision concernant le traitement, il faut retourner à la personne. Mais peut-être la personne que vous soutenez dit quelque chose comme « Bon, écoutez-moi, parlez avec ma fille. Je ne veux tout simplement pas qu'on me dérange avec cela du point de vue d'une décision concernant la formation, par exemple. » Et ça va, parce que là, vous pouvez déléguer une décision concernant la formation. Mais si vous êtes capable, vous ne pouvez pas déléguer une décision concernant le traitement. Je ne peux pas être assise ici aujourd'hui et dire à mon aidant naturel, c'est toi qui vas décider sur mon traitant. Non, le praticien va revenir et dire non, c'est vous qui devez décider, peut-être avec le soutien de ceux qui sont autour de vous. Donc, rappelez-vous, on a trois groupes. La personne qui est capable ou pas, on a les aidants naturels, la plupart d'entre vous êtes des aidants naturels, et on a le rôle supplémentaire que soit vous prendrez si vous êtes au rang plus élevé comme décisionnaire suppléant, et quand la personne est considérée incapable, ça sera quelqu'un d'autre, et vous allez naviguer tout cela avec le décisionnaire suppléant. Une des choses que l'on voit fréquemment est que la personne, disons, a écrit une délégation de pouvoir. S'ils ont écrit une délégation de pouvoir et pas tout le monde le fait, je ne vais pas vous demander de lever la main et de me dire si vous en avez une ou pas vous-même, mais c'est un exercice utile de penser, bon, qui prendrait vos décisions pour de différentes situations, même aujourd'hui ou dans l'avenir. L'enjeu clé est que parfois, nous voyons des situations où, je reviens à la personne âgée qui entend, quand elle était capable, avait assigné la délégation de pouvoir
à un enfant adulte pour une chose, peut-être soins personnels, et peut-être pour les biens a choisi une autre personne. Donc, ce n'est pas forcément le cas que ça sera toujours une personne avec toute l'autorisation légale. Et ce n'est pas forcément le cas non plus que la personne sera incapable pour tout cela. Je pourrais être capable de gérer mes biens, je pourrais être capable de prendre la plupart de mes décisions concernant mon traitement, mais peut-être il existe une décision concernant le traitement où je ne réponds pas à ce critère juridique. Peut-être je suis simplement incapable cognitivement de comprendre l'information. Maintenant, quand quelqu'un ne répond pas aux deux volets de ce critère juridique, c'est parce qu'ils n'ont pas passé le deuxième volet. C'est-à-dire peut-être ils comprennent l'information de façon objective qui leur est donnée. Donc intellectuellement, ils ont la capacité de la comprendre, mais après cela, ils ne sont pas capables de l'appliquer à leur situation. Et il se pourrait que j'entends l'information qui est donnée, je peux la comprendre, mais je ne peux pas en fait l'appliquer à moi-même. Je ne suis pas capable de traiter les conséquences prévisibles, raisonnables. Peut-être si j'obtiens ce traitement, je vais m'en aller sans conséquences négatives, n'importe la condition. Je voulais tout simplement parler du critère juridique pour la capacité et apprécier qu'il s'agit de traitement, mais que ça s'applique au traitement, à l'admission à des foyers de soins de longue durée, les services d'assistance personnel que l'on voit dans les soins de longue durée, disons quelqu'un qui a besoin d'un élévateur Hoyer, et c'est des services d'assistance personnelle pour quelqu'un qui va venir et obtenir le consentement de la personne. Et ça s'applique du point de vue de l'information de santé. Donc, tenez cela en tête. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent, mais je vais continuer et interrompez-moi si nécessaire. Donc, je pense que je l'ai mentionné, la capacité est présumée. Disons, quelqu'un qui est diagnostiqué de démence, ou bien on peut insérer n'importe quelle autre condition. Il se pourrait être une condition cognitive ou pas. Moi, je pourrais être capable maintenant pour une chose et non pas pour une autre. Je pourrais être incapable tandis que d'abord je prends des médicaments, mais peu après, quand les médicaments s'en vont de mon système, je suis capable à nouveau. Donc, c'est des défis pour les praticiens de santé et il faut toujours le souligner. Une partie de l'OSANO, lorsqu'il regroupe un groupe comme celui-ci, est vraiment de s'assurer que tout le monde ait la même information. Au bout du fil, cependant, une question qu'on me pose parfois est, parce qu'on a eu des cas où la personne hoche la tête, oui. Ça, ce n'est pas le critère juridique pour la capacité. Pensez à ce qu'on a mis sur l'écran, il ne faut pas retourner. Le critère juridique s'agit de ma capacité de comprendre l'information pertinente, plus ma capacité d'apprécier les conséquences prévisibles, raisonnables de ce qui se passe si je dis oui ou non. Donc le fait que je hoche la tête ne veut pas dire que je suis capable, ou bien si je refuse le traitement aussi, ça ne veut pas dire que je suis incapable. Et je sais que parfois cela peut être frustrant pour les aidants naturels qui veulent soutenir la personne et qui, au bout du fil, veulent les connecter avec le traitement, le soin, les services dont ils ont besoin. Et il existe une vraie tension juste du point de vue de la dynamique qui peut évoluer. Si la personne est en train de dire que non, ils sont capables de dire que non, ils ont toute l'information adéquate concernant les risques, les avantages, les alternatives, qu'est-ce qui se passe si je dis que non, qu'est-ce qui se passe si je dis que oui. C'est parfois frustrant en tant qu'aidant naturel parce que peut-être vous ne voulez pas que la personne dise non. Peut-être vous êtes vraiment content que vous ayez finalement aidé et soutenu afin de mettre en place ce plan de traitement ou le soutien qu'on est en train de mettre en place pour la personne. Et là, ils disent non, non, je ne veux pas, merci. Donc oui, c'est difficile. Comme je l'ai dit, la capacité pour le consentement pour un traitement est évaluée par le praticien de santé qui est en train de proposer le traitement. Maintenant, la capacité de consentir à l'admission, je l'ai mentionné,
un peu, mais c'est compliqué encore une fois parce que ce n'est pas le praticien qui le propose dans ce cas-ci comme pour le traitement, mais plutôt un évaluateur. Un évaluateur essentiellement est un praticien de soins de santé. C'est établi dans la loi sur le consentement aux soins de santé. On ne voulait pas vous rendre les choses difficiles, mais c'est un évaluateur. Parfois dans un hôpital, ce pourrait être un travailleur social ou un ergothérapeute pour quelques-unes de ces décisions. Parfois au Airlis, au foyer, en communauté, au sein du Airlis. Et si ça se passe à la maison, ça serait cette personne-là. Et il s'agit du même genre de critères, de ma capacité de comprendre l'information et la capacité d'apprécier les conséquences prévisibles, raisonnables. Même chose pour les services d'assistance personnelle. Je ne veux pas parler de cela de trop parce que ça se passe dans les soins de longue durée. J'apprécie que beaucoup d'entre vous avez d'autres situations. Ne parlons pas de cela de trop, mais c'est important quand même. Encore une fois, quelques décisionnaires peuvent être, disons, les parents d'un enfant ou d'un jeune, ou même des parents dans leur soixantaine qui prennent une décision pour leur enfant adulte si il n'y a personne d'autre en dessus d'eux dans les rangs. Donc, continuons. Voici la liste. Ceci est une diapo très importante. C'est l'article 20 de la loi sur le consentement aux soins de santé. C'est le fournisseur de santé qui propose le traitement et va aller voir. Bon, la personne est présumée capable en vertu de la loi, mais dans ce cas-ci, on va évaluer sa capacité parce que l'on pense qu'il existe peut-être un problème. Selon les critères, nous trouvons que la personne est incapable et maintenant le fournisseur de soins de santé doit trouver le décisionnaire suppléant, la personne au rang le plus élevé. Ce pourrait être vous, mais non pas parce que vous êtes l'aidant naturel, mais parce que vous êtes la personne avec le rang le plus élevé. Donc, regardons la liste. Tuteur de la personne est au haut. C'est une fonction, un rôle que vous obtenez par une ordonnance du tribunal. Dans les 20 ans de pratique que j'ai fait, je l'ai rarement vu. Je le vois parfois dans les communautés d'incapacité développementale et intellectuelle où quelqu'un va et demande la tutelle. C'est la chose la plus intrusive dans ce cas-ci. Ce n'est pas très facile, il faut aller le prouver au tribunal, ça coûte de l'argent. Donc, dans ce secteur, oui, je pense, même quand j'étais conseil à l'interne d'un foyer de soins à longue durée, ça fait très longtemps, j'en ai eu qu'un de ces cas. Je ne les ai pas vus fréquemment, vraiment. Donc, effaçons-le de la liste parce que ce n'est pas typique comme situation. Maintenant, procureur aux soins de la personne, oui, cela surgit beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle la personne qui est la décisionnaire parce que la personne, quoique capable, a écrit une délégation de pouvoir pour les soins. Donc, il s'agit de traitement selon la loi sur le consentement aux soins de santé. Alors, est-ce que la personne a une délégation de pouvoir? Et fréquemment, ce que l'on subit est que l'organisme de soins de santé va vous dire vous êtes la délégation de pouvoir et en fait, ce qu'il devrait vous demander est êtes-vous le décisionnaire suppléant? Et cela ne veut pas dire que vous avez une délégation de pouvoir par écrit pour être le décisionnaire suppléant. Il y a une liste, mais nous demandons, est-ce qu'il y a un document de délégation de pouvoir par écrit? Pouvons-nous regarder une copie pour voir ce qui est écrit dedans? Quels étaient les désirs de la personne qui les a exprimés quand la personne était capable? Un représentant, je ne veux pas parler de ça de trop. La commission du consentement et de la capacité est un tribunal indépendant qui surveille les appels de décision concernant l'incapacité. Donc pour des choses comme le traitement et la capacité de différents changements dans la situation juridique sous la loi sur la santé mentale, si par exemple de façon sans ma volonté on me met dans une installation de soins de santé, je peux aller devant la commission. Il existe une option d'aller comme représentant et de dire, bon, mon mari était incapable, mais il m'a nommé quand il était capable. Bon, ce n'est pas un bon exemple parce que si quelqu'un est nommé
comme procureur pour le soin, on ne peut pas aller devant la commission. Mais disons que c'est ma meilleure amie. Et moi, je suis incapable. Et elle dit, écoutez, je sais que la personne au rang le plus élevé dans ma vie serait le numéro 4. Et peut-être elle dirait, je ne pense pas que c'est ce que je voulais. Et donc, elle pourrait aller devant la commission pour demander d'être une représentante au lieu de mon époux. Ou bien, même si on me trouve incapable, je pourrais dire, écoutez-moi, je sais que je suis incapable, mais quand même, j'ai quelques choix. Je pourrais aller devant la commission et demander que la personne soit déplacée. La plupart des scénarios que vous verrez impliquent vraiment un membre de la famille qui a ce rôle. Donc encore, vous commencez au haut. Les membres de la famille supérieure sont l'époux, le partenaire, y compris du même sexe. Après cela, on a l'enfant ou le parent. Pensons à un scénario où peut-être ma mère a le même rang dans cette hiérarchie avec mon fils de 18 ans. Et ils devraient, de façon conjointe, ensemble, revenir et prendre une décision devant les fournisseurs de soins de santé. Il existe aussi un mécanisme duquel on doit être conscient. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas d'accord? Selon la loi, ils doivent être d'accord. Autrement, c'est le tuteur qui va devoir décider, le tuteur et curateur public. Parfois, il se peut qu'on ait deux frères et sœurs au même rang qui ont des parents dans le système, par exemple. Donc, encore une fois, pensez qu'il s'agit des membres de la famille au rang le plus élevé et en temps avec une délégation de pouvoir. Maintenant, la société d'aide à l'enfance peut aussi être dans le scénario si on leur a donné l'autorité sur l'enfant. Et encore une nuance, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui êtes dans cette situation, par exemple, où vous êtes en train de fournir des décisions au nom d'un enfant. Mais disons que oui, et que vous êtes le parent qui a la garde et là, sous le numéro 5, le parent qui a la garde est le numéro 6, le parent qui a accès. Mais disons que la mère est le parent qui a accès et nous voulons qu'elle ait de l'information concernant les décisions, l'information. Alors là, on passe par les rangs de frères et sœurs, un autre membre de la famille, et cela crée du stress parce que le personnel va me demander, un autre membre de la famille, il faut aller jusqu'où? Et je dis, il ne faut pas qu'on pense à tout le monde, mais quand même, il faut faire des enquêtes. Et on ne veut pas être intrusif du point de vue d'aller un peu partout ou ne pas agir parce que nous pensons qu'on n'a pas contacté suffisamment de personnes, mais je dirais qu'il faut voir ce qui se passe avec les gens qui sont autour de la personne. Mais encore une fois, le tuteur et curateur public a un rôle, non seulement quand il n'y a pas de décision prise entre les deux personnes conjointes, mais il y a aussi un décisionnaire suppléant qui est la dernière option. Tout le monde en a en Ontario. Et dans vos propres vies, il faut que vous pensiez, si quelque chose se passait avec moi aujourd'hui, voici la liste par défaut. Je suis couverte, mais encore une fois, qui est ma personne? Et l'une des raisons importantes pour lesquelles je le mentionne ici, et cela se passe dans les diapos aussi, c'est que quand on s'éloigne des décisions concernant les soins personnels et les décisions de traitement, et il s'agit de biens et d'argent, il n'y a pas de liste par défaut. Ça s'en va automatiquement au tuteur et curateur public, la gestion des biens d'une personne si la personne est trouvée incapable et non pas de délégation de pouvoir pour les biens. Je vais le réitérer une fois qu'on en parlera, mais je veux vous dire que tout le monde a un décisionnaire suppléant par défaut pour le traitement, mais pas pour les biens. Là, ça voudrait dire que le membre de la famille, peut-être vous, devriez aller à un bureau gouvernemental pour soumettre une demande parce que ça s'en va au tuteur et curateur public. Donc, je voulais que vous le sachiez. Regardons la prochaine diapo. Je suppose qu'il s'agit des critères pour être un décisionnaire suppléant.
Ok, alors, pour être un décisionnaire suppléant, qui peut prendre ce rôle? Et si vous ne l'êtes pas aujourd'hui pour votre personne, alors en regardant de l'avant, est-ce que vous seriez la personne selon le rang, mais êtes-vous admissible? Donc, pour être un décisionnaire suppléant en Ontario pour le traitement, pour l'admission aux soins de longue durée, les services d'assistance personnelle, vous devez consentir d'abord, et ça va. Il n'y a pas de pression pour que quelqu'un soit un décisionnaire suppléant, même si on vous le demande. Vous pouvez dire, ben, je suis très occupé, je vais m'éloigner de ce type de décision. Vous pouvez même dire, pour les choses quotidiennes, peut-être aller chez quelqu'un d'autre qui a le même rang que moi ou quelqu'un en dessous de moi. Mais en ce qui concerne les décisions de fin de vie ou quelques décisions assez graves, là, je veux qu'on m'apporte à nouveau. Ça ne veut pas dire que si vous ne participez pas à une décision, vous n'êtes pas là pour les autres. Vous devez être disponible. Et on a des situations défiantes parfois où le personnel essaie de contacter la personne et en fait, la personne a besoin d'obtenir un traitement. Le traitement a été proposé et parfois, on est en train de courir après un décisionnaire suppléant pour une décision. Alors je dis, bon, ça doit être raisonnable. Il faut donner du temps aux gens pour répondre, mais au bout du fil, si vous ne les contactez pas, vous avez laissé quelques messages, parfois on écrit même une lettre disant, on a essayé de vous contacter si ce n'est pas super urgent, mais il y a quelque chose sur la table pour le traitement. Alors on passe à la prochaine personne côté rang, et c'est là ce que le tuteur et curateur public ferait qu'on fasse. Vous devez avoir au moins 16 ans, à moins que vous ayez 15 ans et vous êtes le parent d'un enfant, mais ce n'est pas typique. Vous devez avoir 16 ans, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'interdiction juridique pour que vous agissiez, que vous soyez assujetti à une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation. Et ce qui est très important est que la personne qui prend des décisions comme suppléant doit être capable elle-même, c'est-à-dire ce n'est pas écrit qu'ils doivent répondre aux critères desquels on a parlé, la capacité de faire ces deux choses, comprendre et apprécier, mais c'est typiquement le critère utilisé. Donc ils doivent être capables en ce qui concerne le traitement proposé. Si, disons, la personne qui va être le décisionnaire suppléant est incapable, il n'existe pas vraiment de mécanisme pour interjeter appel selon la loi. On le leur fait savoir, on le documente et on revient à la liste à la prochaine décision la plus élevée. Maintenant, qu'est-ce qui guide les décisions de la personne qui prend des décisions au nom d'autrui? Ça ne peut pas être mes décisions. Je ne peux pas prendre décision selon mes désirs. Ce que je fais comme décisionnaire suppléant est d'interpréter les désirs connus de la personne quand la personne était capable. Et si la décision est quelque chose par rapport à quoi je n'ai jamais entendu la personne parler, je ne sais pas quel serait son désir, alors je m'en vais à ses valeurs et ses croyances. Il existe déjà un décisionnaire suppléant en place pour le traitement. Comme je l'ai mentionné, ils prennent aussi des décisions concernant le dossier de santé, etc. Et la loi ontarienne sur la protection de la vie privée en matière de santé, il y a un argument par où parfois les fournisseurs de soins de santé détiennent de l'information proche à eux parce qu'ils sont nerveux par rapport à des enjeux de vie privée et ils ne sont pas sûrs s'ils peuvent peut-être le partager avec quelques personnes ou pas. Parce qu'une fois qu'un décisionnaire suppléant est en place et c'est eux qui décident avec qui l'information est partagée. Disons, pensons à un scénario où vous êtes encore les dents naturelles, ça fait longtemps que vous le faites, vous êtes les dents naturelles, et après cela, vous voulez accès à une certaine information, le personnel ne vous fournit pas l'information et vous dit mais le décisionnaire suppléant a dit que non. Et malheureusement, l'organisme de soins de santé est contraint par cela. Il pourrait en parler avec le décisionnaire suppléant qui dit que non et dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Et il y a d'autres règles dans la loi sur la prise de décision au nom d'autrui. Si on a une délégation de pouvoir, la personne a l'obligation juridique de s'impliquer en soutien pour la famille et les amis. Donc, encore une fois, les rédacteurs n'ont pas tout mis dans un statut, mais je dirais que si vous n'obtenez pas d'informations pertinentes, découvrez quel est le besoin
plutôt le consentement de qui on a besoin. Et si ce n'est pas vous, parce que vous n'êtes pas le décisionnaire suppléant et votre personne est encore capable, alors il faut obtenir leur consentement. Et je sais que le fardeau ne devrait pas être sur vous, mais faisait que ça soit le plus facile pour l'organisme de dire que oui, parfois il y a une barrière. C'est presque comme si quelqu'un mettait un signe d'arrêt et disait on est préoccupé si on peut le partager ou pas, et c'est un défi. Passons à la prochaine diapo. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, la délégation de pouvoir, vous êtes le décisionnaire suppléant. La délégation de pouvoir est un document, pas une personne. Et comme procureur des soins, est ce que nous appelons la personne. Moi, je suis une avocate et je suis procureur pour plusieurs membres de la famille. Disons aujourd'hui que la personne a un procureur pour un enjeu différent, un jour différent. Il y a beaucoup de scénarios où vous devriez demander qui va prendre tes décisions. Comment le mentionner de façon gentille? Je suis sûre que c'est un sujet pour un autre webinaire. Comment parler de qui prendrait une décision si et quand quelque chose se passait, même de façon temporaire un jour, si vous êtes la personne nommée? Il vaut mieux que vous le sachiez et que vous sachiez pourquoi. Et là, vous pouvez assurer à la personne, bon, ce n'est pas en vigueur maintenant, c'est pour un autre jour. Parfois, on entend les gens qui disent, bon, ben ça va, je n'ai besoin de rien en place parce que j'ai un testament. Mais un testament ne rentre en vigueur que quand la personne meurt. Et aujourd'hui, on est en train de parler de ce qui se passe avant cela. Quand la personne est incapable, qui va prendre la décision? C'est quoi le critère juridique? Est-ce qu'il existe une espèce d'appel pour cette personne? Encore une fois, ce n'est pas toujours simple, mais nous essayons de donner un couple d'idées pour que vous pensiez aux différents types de capacités et aux règles différentes. Maintenant, l'autre chose que je voulais mentionner est-ce qu'il y a des limitations? Parce que peut-être j'ai écrit une délégation de pouvoir pour vous, mais c'est sur quelque chose de très limité. Je ne veux jamais traiter avec un médicament X, Y ou Z, par exemple. Passons à la prochaine. En fait, on a presque terminé. Je voulais indiquer, c'est quelque chose de quoi on a parlé, moi, et le OSANO. Parfois, quand on lit la délégation de pouvoir, on voit qu'il y a un libellé. Peut-être ça nomme deux personnes de façon égale, mais après cela, il y a du libellé qui disent qu'ils peuvent agir de façon conjointe ou de façon séparée. C'est le terme juridique pour dire ils doivent agir ensemble, c'est-à-dire de façon conjointe, ou bien il pourrait être que ça dit qu'ils peuvent agir de façon séparée, c'est-à-dire l'un ou l'autre peut prendre la décision. Et j'ai vu des délégations de pouvoir, moi je ne les écris pas en tant qu'avocat, mais si je les vois dans les hôpitaux, les soins de longue durée, je veux voir est-ce que l'une des deux personnes peut prendre la décision ou est-ce que c'est les deux personnes qui doivent prendre la décision. Et parfois c'est écrit d'une telle façon, où pour la plupart des décisions concernant les biens, les soins personnels, ça sera l'une des deux personnes. Mais pour certaines décisions importantes, comme les décisions de fin de vie, c'est les deux personnes. Dernière chose, disons que vous êtes la personne avec le rang le plus élevé dans cette hiérarchie, dans cette liste de décisionnaires suppléants, et vous êtes, je sais pas moi, vous n'allez pas être disponible d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est difficile d'y penser, mais s'il faut que vous vous éloigniez du rôle, ce qui se passe juridiquement, c'est que le fournisseur de soins de santé s'en va à la prochaine personne la plus élevée dans la liste. Vous ne pouvez pas tout simplement dire, bon, ben, je ne vais pas être là pendant 2 semaines, je ne vais pas être disponible et je veux que ma fille prenne les décisions. Les fournisseurs de soins de santé pourraient refouler et dire non, il faut retourner au rang. Si vous n'êtes pas disponible, on va s'en aller à la prochaine personne selon les rangs qui se trouvent dans la liste. Alors, le procureur aux biens. Parlons pendant quelques minutes d'enjeux concernant les biens. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de hiérarchie par défaut dans la loi sur la prise de décision au nom d'autrui qui soit similaire à ce cadre, à cette hiérarchie concernant les décisions de traitement de soins personnels. C'est pour cela on dit toujours, tout le monde doit savoir qui est la personne.
Si la personne n'a pas signé de délégation de pouvoir quand capable, quand la personne devient incapable, c'est la loi que ça s'en va au tuteur et curateur public et quelqu'un doit aller soumettre une demande pour reprendre cette prise de décision. Donc, quand vous y pensez vous-même, pour vous-même ou pour votre personne, il faut le prendre en considération. Une différence concernant la délégation de pouvoir pour vos biens, c'est que si vous me nommez et je deviens le procureur aux biens, ça rentre en vigueur immédiatement. Et donc, je pourrais prendre une décision financière, à moins que ce soit écrit dedans, que ça ne rentre en vigueur que quand la personne devient incapable. Donc c'est le genre de libellé que je cherche toujours parce que la plupart des gens n'écrivent pas forcément une délégation de pouvoir concernant les biens comprenant qui vont le déléguer. Ils pensent, bon, un jour quand je ne serai pas capable. Et quelque chose que je n'ai pas écrit ici est qui décide. Si ce document de délégation de pouvoir est silencieux, alors il faut aller et obtenir un évaluateur de capacité qui va faire cette évaluation par rapport à si la personne est capable de prendre des décisions concernant ses biens. Et encore une fois, c'est parfois frustrant pour les soignants, les aidants naturels, parce que si la personne a écrit une délégation de pouvoir et c'est écrit que ça pourrait être un docteur, on va chez le docteur et le docteur peut le faire. Mais une autre chose qu'il faut considérer est que si le document est silencieux et ne dit pas qui évalue la capacité, il faut un évaluateur, cela coûte de l'argent. Non seulement ça coûte de l'argent, mais l'évaluateur de capacité, selon le droit, peut venir visiter la personne et pourrait dire à la personne, bonjour, je suis l'évaluateur de capacité, Madame Dykeman. Je vais vous parler de mon rôle ici, de la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Et ce qui se passe alors est, elle dit non. Merci d'être venu. Non, je vais refuser. Et alors là, il vous faut partir au tribunal pour obtenir cette autorisation. Donc, c'est une question. Bon, finissons. Passons à la diapo numéro 15. Il existe des trousses de délégation de pouvoir en ligne en Ontario. C'est en fait assez bon. J'ai toujours dit aux organismes de soins de santé, mais faites attention, quand vous donnez aux gens le lien, il faut toujours faire attention de ne pas sembler comme si on est en train de donner conseil juridique. Il y a des directives très prescriptives par rapport à avoir besoin de témoins. Et quand ça rentre en vigueur, cela annule quelque chose d'antérieur. Donc, c'est très important de s'assurer que la personne, sans s'en rendre compte, annule quelque chose par rapport à quoi ils sont allés chez un avocat, ça fait des années, ils ont fait toute une session de planification. Parfois, il y a un cas où la personne signe quelque chose de nouveau, où le décisionnaire suppléant apporte quelque chose de nouveau et le foyer ou l'hôpital dit je suis pas sûr que la personne soit capable. Le seuil est assez bas. Je suis pas sûr que la personne soit capable de l'avoir fait et cela se débarrasse de toute la planification que la personne a fait au passé. Passons à la diapo numéro 16. Voici plusieurs ressources et d'autres qui sont disponibles à travers l'OSANO pour vous aujourd'hui. Et je pense qu'il y a d'autres sources, encore une fois, le bureau du tuteur et curateur public. Et je pense que voilà tout. Merci beaucoup, Mary Jane.